Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Bonjour, chers amis. On vous salue de la jungle de Nouvelle-Guinée. D'une terre où les cannibales vivaient il y a 20 ou 30 ans. D'une terre où tous ses habitants peuvent dire avec certitude que leur grand-père mangeait de la chair humaine. Actuellement, tout est très différent ici. On vous racontera obligatoirement les détails. Bonjour. Aujourd'hui dans le programme, on continue à faire notre connaissance avec l'une des tribus les plus sauvages du monde dans l'une des zones les plus inaccessibles de la planète, les Indiana Jones. Mince. Essayons d'apprendre aux indigènes à être un peu plus modernes. On essaiera de leur apprendre à cuire le sarrasin, à se brosser les dents et à se laver les cheveux. Jamais personne ne m'a fait ça. Ça te plaît? Beaucoup. Pour la première fois de sa vie, ils verront un ordinateur et regarderont ton film. Pour la première fois, ils s'habilleront dans le style ukrainien, en Novychevanka natal. Quel beau couple! La confession du fils d'un cannibale. Quel goût à la chair humaine! C'est salé et très savoureux. On donnait le cœur, la partie la plus importante, à celui qui avait tué. Restez avec nous, ce sera intéressant. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. L'île de Nouvelle-Guinée, dans la province de Papouasie, est l'une des parties les plus inaccessibles de notre planète. C'est ici que les cannibales ont mangé Rockefeller. Pour arriver ici, on a passé 2 jours dans un canoë, puis on s'est enfoncé dans la jungle en plein marécage. Et pourtant, nous sommes arrivés à la première colonie de la tribu Korovai qui vit dans les arbres et qui était cannibale il y a 20 ans. Le chef Behimaon n'a jamais laissé entrer un étranger chez lui. On est les premiers. Et aujourd'hui, c'est mon premier jour en tant que l'habitant de la tribu des ex-cannibales. Bon matin, chef. Bon matin. Vous avez bien dormi? Bien. Ce qui est surprenant, car vous vous êtes couché à 1h30 et à 5h30, vous avez déjà tous sauté du lit. Je n'ai pas de montre, mais je dors moins d'habitude. Et quand des amis viennent, on peut s'asseoir et parler jusqu'au matin. Je ne sais pas comment vous vous êtes réveillé si tôt, mais je dors encore. Les hommes ne s'occupent pas des tâches ménagères. Le chef ne fait rien. Son frère aîné, Bleu, fume. Le deuxième frère, Sédan, promène le chien qui ne peut pas descendre tout seul sur la terre. Tous les matins, les villageois descendent promener les petits cochons aussi. Mais c'est le petit frère du patron, Dom, qui est le plus brillant le matin. C'est la vraie voix de la tribu. Et sa chanson est l'hymne des Korovai qui résonne avant tout événement, au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, à l'heure du lever ou du coucher, au début d'une chasse. Pendant ce temps, les femmes travaillent. La femme du chef Molo est une créatrice tribale. Faire une jupe, c'est enfantin. Il faut tordre beaucoup de cordes fines de l'herbe. Elle les enroule sur des sacs cuisses comme un cigare cubain. Tant que la jupe est neuve, elle est verte. Mais avec le temps, l'herbe se sèche, devient sale et la jupe devient plus sombre. La fille du chef Halilo s'occupe d'un bébé d'à peine 1 mois. Et bien sûr, elle se ruine sa santé. Pourquoi tu fumes? Tu es si jeune et tu fumes? Habitué. Quel âge as-tu, Halilo? Je ne sais pas. Comment s'appelle le bébé? Marius, ne prends pas de photos du bébé. C'est interdit. Ça lui portera malheur. Pendant ce temps, on prépare dans une petite poêle le petit déjeuner traditionnel des Korovai, une galette du cœur du tronc du sagoutier. C'est un peu comme notre levure au toucher. La levure est malaxée en pâte et cuite sur le feu. Et on a les galettes comme ça. Cela a un goût de pain très sec, mais c'est délicieux. Les filles, c'est sik. Sik signifie délicieux dans la langue des Korovai.
Sic, 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 sic. Vous savez ce qu'est la cacha du sarrasin? Non? Ух ты! Vous n'avez jamais vu ça? Jamais. On peut cuisiner comme ça sans enlever le sac. C'est bon. Il est résistant à la chaleur. On le couvre ensuite. Dans 15 minutes, la cacha sera prête. Génial. Et pendant que nous préparons la cacha, on montrera au Korovai d'autres soins du matin qu'ils ne connaissent pas encore. On va se laver. Pour se laver, il faut descendre d'abord. Honnêtement, le pire pour moi dans cette maison, c'était, appelons les choses par leur nom, le besoin soudain d'aller aux toilettes la nuit. C'est un vrai cauchemar. Il faut descendre dans le noir avec une lampe de poche. La route vers le bain des Korovai vous remplacera facilement un exercice matinal. Que puis-je dire? C'est une salle de bain très pittoresque. Les filles, vous vous brossez les dents le matin? Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Ceci est une brosse à dents. C'est du dentifrice, ça. Vous devez mettre du dentifrice sur la brosse à dents. Et puis, vous le mettez dans la bouche et faites comme ça. On va apprendre ensemble. Regardez, c'est pour toi. Les filles déballent avec l'intérêt les objets encore inconnus et incompréhensibles. Elles essaient de presser la pâte hors du tube avec prudence. Elles ont peur, honte et détournent le regard car c'est la première fois qu'elles le font. En quelques minutes à peine, les indigènes à moitié nus s'habituent et se brossent les dents jamais lavées avec habileté et diligence. C'est délicieux, j'aime. Les filles vont puiser de l'eau et se rincer la bouche là-bas, dans un endroit plus profond, parce qu'elles savent que l'eau y est plus propre. Accroche-toi à moi. Merci, ma chérie. Tu as aimé? J'ai aimé, mais maintenant j'ai froid à la bouche. Laissez-moi de vous offrir un grand tube de dentifrice qui vous suffira pour longtemps. Et il faut se brosser les dents tous les jours. Alors les dents seront saines, belles et blanches. D'accord. Dans ces lieux, le shampoing comme le dentifrice sont une vraie merveille. C'est quoi cette horrible mousse sur ta tête? Avec quoi vous lavez-vous vos cheveux? On ne les lave pas exprès, mais quand on nage ici, ça se lave tout seul. Mieux avec le shampoing, je vais vous le donner. Essayez. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Donc, on ouvre un salon de beauté dans la jungle de Papouasie. Guéléphon est la première à décider de mettre la redoutable mousse blanche sur sa tête. Tu as un mari? Non. Dieu merci, parce que si tu en avais un, je pense que je serais mort. Je serais tué et mangé ici dans votre tribu pour ce que je fais maintenant. Personne ne m'a jamais fait ça. Ça te plaît? Beaucoup. Voilà, rince le shampoing. Qui est la suivante, les filles? Moi, je le veux bien. Apprends toute seule. Regarde, tu prends du shampoing, tu le verses et tu le frottes bien. Eh bien, et rien. Saleté des ramoneurs, c'est la honte et des honneurs, n'est-ce pas? La seconde habitante de la tribu Korovai s'est lavé les cheveux au shampoing pour la première fois. On fait quoi maintenant? Après avoir lavé vos cheveux, vous devez les essuyer comme ça. Puis les peigner. Ce sera plus joli comme ça. C'est tout. Le cours d'hygiène de base continue. On apprend aux filles à utiliser le rince-bouche. Tu le prends comme ça et... Et n'oublie pas de cracher. Ne le bois pas.
Et maintenant, il n'y a plus de microbes dans ta bouche. Entre-temps, on entend de loin la célèbre chanson de Dom. Donc, c'est l'heure du petit déjeuner. On revient. Et maintenant, on a le petit déjeuner. Mais une surprise nous attendait à la maison. Les hommes, sans nous attendre, ont mangé pratiquement tout le sarrasin. Il n'y a plus que les restes. Et avec une chanson qui résonnait dans la jungle, Dom a annoncé à tout « J'ai mangé et je suis heureux ». C'est très, très bon. Je n'ai jamais rien mangé de pareil. Apporte-nous beaucoup de ces grains. On les mangera tous les jours. C'est ce que j'ai mangé de mieux. Les filles et moi n'avons pas mangé. Mais ici, on n'attend pas. Qui va à la chasse perd sa place. Les appels à la conscience des cannibales sont déjà inutiles. Vous nous devez le déjeuner. Après le petit déjeuner, j'ai décidé de montrer aux anciens cannibales quelque chose qui excite vraiment les tribus sauvages. C'est un jeu de tape. Tiens, ma main. Tiens, ma main. On a diverti aussi la tribu sauvage des Mursi en Éthiopie et maintenant on divertira les chefs des cannibales. Regarde. Et une fois, les deux. Une fois, la droite, une fois, la gauche. Une fois, les deux. Compris? 1, 2, 3, 4, 5. 2. 3. 4. 5. Tu ris tellement que j'ai envie de jouer avec toi. Non, non. Non, je ne veux pas. Avec toi alors. Les filles se sont enfuies, mais le chef passionné ne se calme pas. Encore, vas-y. Maintenant, même dans la partie la plus sauvage de la planète, l'une des tribus les plus sauvages du monde sait comment bien manger et s'amuser. Ils ignorent le nombre de pays dans le monde et de leurs habitants, mais ils savent qu'il y a l'Ukraine dont ils sont déjà tombés amoureux de loin. Puis-je vous offrir ce drapeau et l'arborer à la vue de tous chez vous, en souvenir de notre rencontre. Vas-y. Maintenant, chaque personne qui viendra dans cette maison et montera les escaliers verra tout d'abord notre drapeau ukrainien. À suivre. Le chef Behimaon donne un cours de maître comment rendre sa maison vraiment confortable. Les os des animaux mangés ne doivent pas être jetés. Ils servent à décorer la maison. Il montrera aussi son ancienne maison, un vrai gratte-ciel primitif. Une maison très dangereuse, difficile à vivre. Il y a eu des chutes mortelles de nos frères. Le fils d'un cannibale nous dira comment cuisiner correctement la chair humaine. Je ne suis pas bon à manger. Souvenez-vous à tout hasard. Le plus intéressant est à venir. Restez avec nous. Le monde à l'envers avec Mitro Komarov. Aujourd'hui, les Korovai mangent des vers et des galettes de sagou. Il est difficile d'imaginer que des pères et des grands-pères de la plupart de ces gens étaient cannibales. L'arrivée des missionnaires et la domestication des papous ont tout changé de façon radicale. Aujourd'hui, le mot cannibale est pratiquement un juron ici, et personne n'avoue qu'il est en fait le descendant direct d'un cannibale, mais il y a des exceptions. Mes parents m'ont parlé du goût de la chair humaine. Voici Bléot, le frère du chef Behimaon. Il est malade, il peut à peine bouger. Il est à la maison depuis 10 ans, mais il n'a pas honte de parler à haute voix de ses ancêtres cannibales. Les Korovai avaient une tradition. Si un homme faisait quelque chose de mal, comme voler un cochon ou amener ta femme dans un bois, il a été tué et mangé. Donc, on ne tuait et ne mangeait que ceux qui ont fait quelque chose de mal? Ou la chair humaine à l'époque était la nourriture ordinaire comme le porc ou le poulet aujourd'hui?
Non, si la personne n'a rien fait, on ne la mangeait pas. Quel est le goût de la chair humaine d'après vos parents? C'est salé et très savoureux. On donnait à celui qui avait tué le cœur la partie la plus importante. C'est de la folie ce que vous racontez, que votre père vous a dit d'autres. Je ne me souviens plus de grand-chose. Mes parents sont morts quand j'étais petit comme ça. À l'époque, on mangeait ici la chair humaine, le petit Bléaud avait 10 ans. 40 ans après, il se souvient toujours des horribles détails sur les humains cuisinés pour le dîner. Il faut chauffer les pierres dans le feu et les mettre au fond d'une grande fosse. La chair humaine doit être enveloppée obligatoirement dans des feuilles et descendue dans cette fosse. Puis on la couvre avec d'autres pierres chaudes et on attend qu'elle soit rôtie. Mon père a dit que c'était délicieux. La recette nous est parvenue. Par exemple, dans la célèbre vallée de Baliem, aucun mariage ou enterrement papou ne sont possibles sans chair cuite dans la terre sur des pierres chaudes. Mais aujourd'hui, au lieu des humains, on cuisine des cochons ainsi. Vous dites que la chair était délicieuse et salée. Comment le savez-vous? Mon père me l'a dit. Qu'avez-vous ressenti lorsque votre père vous a dit cela? C'était effrayant ou au contraire intéressant de goûter? Franchement, j'ai eu très peur. Je n'ai jamais goûté la chair humaine, mais en enfance, je le désirais vraiment. Bléaud, ce que vous dites me fait peur aussi. Je peux imaginer à quel point vous étiez effrayé en enfance. Très effrayé, mais on désire tout ce qui fait peur. Et comment on tuait les gens? Avec une hache de pierre? À l'arc, avec ces flèches-là. Cette forme ne permettait pas de retirer la flèche une fois entrée dans la chair, et l'homme ne pouvait pas s'échapper. Vous avez chez vous beaucoup d'armes et de flèches de chasse à l'homme. À quoi ça sert? On chasse maintenant les cochons et les casoars. Les Hollandais qui possédaient la Papouasie indonésienne jusqu'aux années 60 du XXe siècle ont lutté sérieusement contre le cannibalisme parmi les tribus. Aujourd'hui, c'est du passé. Mais les Korowai eux-mêmes avouent, si on s'enfonce plus loin dans la forêt, c'est bien réel de trouver des tribus toujours isolées du monde extérieur qui n'hésitent pas à manger la chair humaine. Quelle partie du corps était considérée comme la plus savoureuse? Tout était bon. Je suppose que c'est la cuisse. Elle a beaucoup de chair. Les entrailles, les jambes et les bras sont bons aussi. Tout est très bon. Vous savez pourquoi je ris? Parce que vous parlez avec une telle certitude que, franchement, je ne crois pas que ce ne sont que les histoires de votre père. Je n'en suis pas sûr. Dites la vérité, avez-vous goûté? Non, je n'ai pas goûté. Est-ce que vous me goûteriez? Moi, non. Mais mes parents, volontiers. Vous savez, il n'y a pas d'ex-cannibale, à mon avis, il me semble. Un ancien cannibale, c'est comme un ancien agent du KGB, de la milice. Je ne te mens pas, je ne pourrai pas te manger, je ne le ferai pas. Merci de ne pas me manger et de ne pas le vouloir, car on a un mur mitoyen. Voilà votre endroit pour dormir et voici le mien. Donc, si vous vouliez me manger, vous auriez toutes les chances de le faire la nuit. Mais je ne suis pas un cannibale. Moi, je ne suis pas bon à manger. Gardez ça en tête à tout hasard. D'accord. Le fils d'un cannibale a passé toute sa vie dans cette jungle, comme ses parents. Par contre, il ne mange plus les gens, mais tout le reste est pareil. Avez-vous une idée de ce qui se passe en dehors de votre monde forestier? Qu'il y a des roues, des voitures. En avez-vous entendu parler? Je suis né dans cette forêt et je n'ai jamais été ailleurs. Je sais que dans notre forêt, il y a des casoars, des oiseaux, des cochons et des dactylopsiles. Et dans les rivières, il y a des poissons. Quels sont vos rêves? Je ne mange que du sagou tous les jours. J'aimerais avoir du riz de temps en temps. Bléaud décrit en détail le goût de la chair. Il décrit avec passion et connaissance quelle partie humaine est la meilleure, mais il tient à préciser qu'il l'a entendu de son père. Notre guide, en revanche, a une autre opinion. Hors caméra, il avoue qu'il ne croit pas du tout Bléaud et que notre interlocuteur a mangé sans aucun doute de la chair humaine, comme beaucoup d'autres membres de la plus ancienne génération des Korowai modernes.
Les temps nouveaux ont changé les tribus. Aujourd'hui, le cannibalisme est une chose dont on ne parle plus ici. Mais il y a seulement quelques décennies, manger sa propre espèce dans cette forêt était une chose ordinaire. Notre interlocuteur est probablement l'un des derniers cannibales du monde qui sont en voie de disparition. Le monde à l'envers avec Maître Komarov. Marron, je vois que vous avez beaucoup des armes chez vous. Pour aller à la chasse. C'est en métal très tranchant. Pour chasser qui? Un sanglier, ça tue instantanément. Avec cette flèche, j'ai toujours la proie à chaque chasse. Alors c'est votre porte-bonheur de chasse? Oui, j'ai de la chance avec elle. Et cette hache, on dirait des lâches de pierre. C'est pour faire du bois de chauffe. Et cette pierre, il y a combien d'années qu'elle est taillée et façonnée? Qui sait? Il y a des centaines ou des milliers d'années. On ne compte pas. On n'a remplacé que le bout de bois alors que la pierre a été héritée de nos ancêtres qui l'avaient héritée aussi. La maison des Korovaï n'est pas seulement un dépôt des arbres primitives, mais aussi un musée zoologique. Vous y trouverez tous les squelettes et crânes possibles. Tout ça, c'est une décoration de la maison, comme nos fleurs sur les rebords et des tableaux sur les murs. Les os des animaux que nous avons mangés ne doivent pas être jetés. Ils doivent être utilisés pour décorer la maison. Pour être exact, les crânes et les os sont l'accessoire de prestige. Plus le propriétaire en a, plus il sera respecté aux yeux de ses voisins. Car plus il a des os sur son étagère, plus il mange de la viande, donc il est riche. Une sauterelle séchée. Ça sert à quoi? Ce n'est rien, juste un jouet d'enfant. Tels parents, tels enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'un ancêtre l'a laissé. Humain, n'est-ce pas? Ça ne vous convient pas, non? Non? C'est un pied de sanglier. Ça te convient aussi. Un petit squelette et voici un autre petit squelette. Ce sont les décorations. Aimeriez-vous accrocher ça sur le plafond dans votre appartement? Des plumes. Qui a été tué? Avec ces plumes, on se nettoie les oreilles. Si on a besoin de se nettoyer les oreilles, on va dans la forêt, on prend un arc, on tue un oiseau et on se nettoie les oreilles. C'est une occasion de manger aussi. C'était un oiseau rondal. L'oiseau est malheureux, mon ami. Une preuve de plus que nous sommes des gens de différentes planètes. Aucun des Ukrainiens ne penserait accrocher le squelette du poisson frit à un lustre, mais ici, c'est courant. Je regarde votre nez de près. Je vois un trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous. Et tous ces trous sont bouchés. À quoi ça sert? Premièrement, c'est beau. Et deuxièmement, ce sont nos traditions qu'on garde. Si on y met des plumes, ça sera beau. Puis-je mettre une plume dans chaque trou? C'est beau. Rien à dire, très beau. Encore plus. Allez, 4 trous, 4 plumes. On met 2 plumes de plus, ainsi c'est vraiment beau. Le meilleur chef de tout. Marron, vous avez une vue splendide d'ici. Et la première chose que vous remarquez dans la cour, ce sont 1, 2, 3 maisons dans les arbres. Et ils sont un peu plus bas que celles-ci. C'est quoi donc? Des greniers, de garde-manger? Non, ce sont les maisons où on vivait autrefois. On n'a pas l'habitude de rénover nos maisons. Si une maison s'écroule, on la quitte et on déménage dans une autre. Il y a mon autre maison en ruine tout près. Elle s'élève très haut dans le ciel. Nos ancêtres ne vivaient que dans les maisons pareilles, mais c'est déjà trop difficile pour moi et trop haut.
Puis-je faire un tour avec vous et vous me raconterez de la maison haute? Allons-y. Le chef Beimahon est chez lui dans la forêt. Les sons de la jungle, de l'humidité, des animaux sauvages et des maisons au sommet des arbres sont un monde des Korovaï auquel ils n'ont jamais vu d'alternative. Pas de vêtements, téléphone, ordinateur, Internet, transport, route, embouteillage. Tout est naturel comme à l'âge de pierre. Il est évident qu'ils ne savent pas vivre autrement et qu'ils ne le veulent pas. Beimahon a quitté cette maison il y a 1 an après avoir construit une nouvelle. C'est une maison très dangereuse, difficile à vivre. Il y a eu des chutes mortelles de nos frères. Mortelles? Un cauchemar. Je peux essayer de monter? Non, non, bien sûr que non. Absolument pas, c'est la mort. Il n'y a plus d'escalier. Téléphone et rien. Vous souvenez-vous avoir vécu là-haut? Bien sûr. C'est mieux que dans la nouvelle maison, ou au contraire. Ils aimaient beaucoup s'asseoir là et contempler la forêt. Mais la nouvelle maison est plus confortable pour vivre. Ce n'est pas à vous que j'ai demandé, mais Sophie, pourquoi votre blabla? C'est à elle que j'ai demandé, du blabla tout de suite. Nous avons très peur dans la vieille maison. Les filles, mais la vue doit être plus belle d'ici. Oui, on peut admirer la forêt de là. Maintenant, taisez-vous tout. Je vais parler. Après avoir quitté la haute maison, on n'y est jamais revenu et on n'y reviendra plus. Pourquoi n'êtes-vous jamais revenu? Pour ne pas s'approcher de cet endroit terrible. Nos ancêtres l'interdisent. Quelle est votre religion? Croyez-vous aux esprits? On n'a pas de religion. Expliquez alors de quoi vous avez peur. Selon les lois des ancêtres, il est interdit de retourner dans la maison que tu as quittée. En plus, c'est dangereux. Si le vent souffle, un morceau de toit tombera sur ta tête. Si tu veux y aller, vas-y tout seul. On restera ici. À qui appartient cette terre? Ah non, je ne vois pas de risque, alors j'y vais quand même. La jungle dévore instantanément les lieux non utilisés par les humains. Les plantes épineuses et des liens forment une toile sous les pieds. Une création impressionnante faite par les humains. Et une idée impressionnante de vivre au-dessus des nuages, plus haut que les cimes des palmiers. Et tout ça pour se protéger, soi-même et la famille, de l'attaque d'autres tribus. C'était avant. Aujourd'hui, comme vous voyez, la tradition est en train de s'étendre. Les gens ne vivent presque plus dans des maisons si hautes. On pourrait dire qu'on voit les dernières maisons dans les arbres. Et il est fort possible que dans 10 ans, quand on viendra ici, on ne les reverra plus. Chers amis, vous pouvez voir clairement dans cet exemple comment est la jungle. Il y a 1 an, les gens vivaient ici. Ils s'approchaient de cet arbre quand ils rentraient chez eux. Maintenant, vous aurez besoin d'une machette et beaucoup de force pour passer par ici. En plus, il y a toujours le risque de marcher sur un serpent. Mince, en 1 an, il est tellement couvert de broussailles qu'il est impossible de les traverser. Vous avez vu? Le sanglier s'est approché de nous. Fantastique. Auparavant, les maisons dans les arbres sauvaient les Korovaï des cannibales d'autres tribus. On retirait l'escalier la nuit et l'ennemi ne pouvait pas monter. La maison devenait une forteresse. Chaque jour, toute la famille devait monter à la hauteur folle de plus de 25 mètres pour être à la maison. Voici la liane qui mène directement à la maison. Il est évident qu'il y a 1 an, elle avait un usage pratique pour soulever un poids ou réparer l'escalier d'une manière ou d'une autre. Mais on ne voit plus l'escalier d'en bas. Elle commence là-haut à 15 mètres environ. Aujourd'hui, les guerres tribales sont déjà rares.
Et les maisons ont commencé à descendre du ciel sur la terre. C'est plus facile, plus sûr et plus confortable. Malheureusement pour les voyageurs et heureusement pour les Korovaï, surtout pour leurs enfants, pour leur avenir, bientôt tout cela ne restera que dans l'histoire, dans les émissions de télévision. Et dans la vraie vie, vous ne verrez probablement plus de maisons comme ça. Mais bien sûr, je veux croire qu'en Nouvelle-Guinée, on trouvera une vraie maison presque sous les nuages, exotique, colorée, très haute et surtout habitée. À suivre. Les hommes Korovaï nous expliquent comment porter correctement la feuille traditionnelle du panoum. Il y avait un organe. Supposons que c'est ça. Et maintenant, le chef va montrer ce qu'il a en fait tous les jours, tous les matins. En nous, on montrera à la tribu le premier film. Et puis, on leur donnera à manger du lard ukrainien et quelque chose de plus fort. Ça va? Ça me brûle la bouche et c'est mauvais. Mangez quelque chose vite. Restez avec nous, ce sera intéressant. Le monde à l'envers avec Maître Komarov. Avec l'arrivée de la nuit dans la jungle, toute la famille Bey-Mahon se réunit à la maison. Il y a peu de divertissement le soir dans la tribu. On nourrit les porcelets avec des galettes du sagou qu'on mange aussi et on se couche. Mais ce soir, il y a des invités ukrainiens dans la maison et la soirée sera spéciale. Mes amis, ce soir, on a un programme de soirée très spécial dans la tribu Korovaï. On projette un film sur leur propre tribu à l'écran du notebook. Vu qu'il n'y a pas d'électricité, ni de télévision, ni d'Internet, c'est la première fois qu'ils regarderont un film. L'électricité la plus proche est à 3 jours d'ici. On vit ici toujours à l'âge de pierre. C'est pourquoi la tribu indigène à l'écran lumineux est à la fois une surprise et une extase pour les Korovaï. Regarde, regarde! Le cinéma non seulement surprend, mais fait vraiment peur. Mes amis, le plus intéressant est que le chef est venu et s'est détourné face au mur. Il a dit qu'il ne regarderait pas parce que pour des motifs quelconques, il ne pouvait pas regarder l'image des gens de sa tribu. Le chef s'est détourné, mais ses subordonnés, fronçant les sourcils, riant, frémissant et la bouche bée, regardaient chaque mouvement des gens de leur propre tribu qui, par quelques miracles, se sont retrouvés à l'intérieur de la petite boîte. Amis, partagez vos impressions. Que pensez-vous du film? C'est intéressant. Ils sont comme nous, mais petits. Je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est effrayant. Chef, le film est terminé. Vous pouvez nous faire face. C'est tout. C'est tout. C'est fini. Pourquoi vous n'avez pas regardé? Je n'ai jamais vu des images animées de ma vie et je ne veux pas les voir. Ne refais plus ça chez moi. On ne doit pas le faire ici. Ici, on ne fait que dormir et manger. Amis, maintenant, je vous offre un grand dîner. Je vais vous faire goûter quelque chose que vous n'avez sûrement jamais mangé. C'est un aliment de base de notre pays, le lard ukrainien. Magnifique. Savez-vous ce qu'est le lard? Il dit mano, mano. Bien. Vous avez des cochonnets. C'est du porc salé. Sentez-le. Sentez-le. J'ai déjà compris que c'est de la graisse d'un cochon. Et rien, ma fille. Distribue-le vite. On a faim. Ça sent bon? Il faut manger la nourriture, pas sentir. On met la table. Le lard est presque prêt. L'ail est indispensable. On dit que c'est mieux avec de l'ail. Vous avez de l'ail ici? Tu parles beaucoup et nous, on a faim. Les Korovaï connaissent le goût du porc, en particulier du sanglier. Par contre, nos autres traditions et nos coutumes sont inconnues ici. Dans notre pays, on a l'habitude de manger avec des mains propres, pas sales. Ainsi, boum, boum, boum. Compris? Tenez, essuyez vos mains. Les mains. J'ai peur. Pourquoi vous êtes un chef si peureux? Vous avez peur de tout. Peur du notebook, peur du lard, peur des serviettes. Ce n'est pas bien. Vous êtes un leader. Jeune fille. Maintenant, pour les adultes, le plus intéressant. Qu'est-ce que c'est? Devinez. C'est l'eau de ton pays. Donnez-moi les verres.
C'est une bassine entière. Vous ne pouvez pas boire autant. Si ça nous plaît, on boira peut-être. Maintenant, peu à peu, c'est interdit aux enfants et aux femmes. Seuls les hommes adultes sont autorisés. Vas-y, vite, c'est intéressant. Tenez, mais ne le buvez pas. Une boisson magique ukrainienne, ça doit vous plaire. Mais avant de boire, il faut obligatoirement porter un toast. Attends. Oh non, il ne nous laisse ni manger ni boire. Je veux boire à votre tribu, aux Korovaï, aux gens qui vivent sous les nuages, dans les arbres, dans leurs maisons uniques. Je bois à la santé de votre clan, votre tribu, pour que tout aille bien, pour que vous soyez heureux et pour que vous profitiez toujours de la vie. À la vôtre. Merci. Et alors, on peut boire déjà? Pour que mon souhait se réalise, on doit trinquer. Je vous montrerai. 1, 2, 3, hurrah! Alors? Ça me brûle la bouche et c'est mauvais. C'est tamé, mangez vite, c'est tamé. Prenez un. Regardez. Boum. $. Courage, chef. Pourquoi êtes-vous si indécis? Prenez un peu d'ail, papy. Le lard est autorisé pour les enfants. Servez-vous. Les guides nous ont avertis. On peut donner à goûter l'eau de feu, mais pas plus de 50 grammes par homme. Nos coutumes sont trop différentes de celles des cannibales. Aujourd'hui, cependant, le lard nous a unis. Papy, aujourd'hui, vous m'avez parlé du goût de la chair humaine. Maintenant, dites ce que vous pensez du lard ukrainien. Très bon. Manop. Tout est manop pour cet homme. La vodka, manop. Le lard, manop. Tout va bien. Il en est à la 5e bouchée. Ma sympathie est rien. Que penses-tu du lard? Un sanglier savoureux. Guéléphon, tu fais une grimace comme si ce n'était pas bon. Ne me le dis même pas. C'est délicieux, c'est du gras de porc, mais pas comme chez nous. Fille avec des tresses électriques, que pensez-vous du goût? C'est gras. Pour nous, ce n'est pas seulement le gras du porc. Pour nous, c'est le plat principal. Mais même 20 grammes d'alcool dans un climat tropical ont aidé tout le monde à se détendre. Dès lors, c'est le temps des conversations du soir. Votre façon d'orner votre virilité paraît, soyons francs, un peu étrange, antiphysiologique. Expliquez-moi, s'il vous plaît, ce que vous faites là. C'est notre coutume. On ne porte pas de pantalon, mais on s'enveloppe le sexe d'une feuille. Nous on appelle ça le dupanum. Pourquoi tout est si petit là-bas? Où est-il caché? Je te le montrerai sur ton doigt. Le principal secret intime des hommes de Korovaï. Alors, il y avait un organe. Supposons que c'est ça. Et maintenant, le chef va montrer ce qu'il en fait tous les jours, tous les matins. Et pourquoi cet organe disparaît? C'est plié comme ça, non? Et c'est enveloppé dans une feuille et à la base, c'est attaché avec une herbe comme une corde. Alors maintenant, c'est comme chez vous? Oui. Et si tu vas aux toilettes? Si on a besoin de se soulager, il faut le déplier et redresser. Après les toilettes, on fait quoi ensuite? Secouer. J'ai secoué, oui, et j'ai plié, ficelé à nouveau. Les filles rient parce qu'elles comprennent de quoi il s'agit. Et de nouveau, la virilité est dans cet état. La question est, pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? On ne porte pas de pantalons, de vêtements, mais on a honte de marcher nu. Et quand on attache une feuille, on n'a plus honte devant les femmes. Tout pour les femmes, comme toujours. Dans cette vie, les hommes font tout uniquement pour les femmes. Bien sûr, on ne peut pas marcher nu. Tout le monde rira. Le chef avoue que sans leur gorilka ukrainienne, il est peu probable qu'il me raconte tous ses secrets. Manop, manop, manop. Manop, manop, manop. Les Korovaï et Méchés sont très joyeux. Pas du tout agressifs et pas du tout cannibales. Vous ne me mangerez pas, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, on ne le fera pas, on va juste t'en laisser. Nous avons passé un bon moment, nous avons bien mangé, nous avons bien bu. Il est temps d'aller au lit, de dormir. Exact. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov.
Quelques jours dans l'arbre chez la famille du chef Béimaron ont filé. Il est temps de se quitter. Je n'oublierai jamais ces vacances dans le style des Korovaï. Et pour que vous n'oubliez pas ma visite, j'ai des cadeaux pour vous, traditionnels ukrainiens. Seuls les chefs et les vrais guerriers porteraient ça. Bien sûr, c'est un peu grand parce que nous, les Ukrainiens, sommes costauds. Mais les Korovaï sont maigres, petits et minces. Comme c'est beau. J'aime beaucoup. Vous voyez, c'est comme porter une jupe et en principe, c'est décent. On ne voit rien. Molo, vous êtes l'épouse du chef, la première dame du village. Une squaw de fait. Amis, ces gens n'ont jamais porté de vêtements dans leur vie. Et notre Vyshyvanka ukrainienne sera le premier vêtement de leur vie. Ça vous plaît? Beaucoup. Очень. Soulevez-vous. Et la jupe, vous pouvez la rajuster. Quel beau couple! Maintenant, on a l'air vraiment civilisé. Vous étiez les Korovaï et maintenant, nous sommes frères. Manop. Nous avons aussi des accessoires ukrainiens pour les autres filles. Ma petite Guéléphon, pourquoi tu tournes le dos? Ça va, c'est Manop, Manop. Guéléphon, c'est beau, c'est Manop. Maintenant, on ne se promène pas nu dans la tribu des ex-cannibales. Et les têtes bouclées des papous sont ornées des accessoires traditionnels ukrainiens. Alors, êtes-vous tout content de vos cadeaux? Oui, merci. Moi, je ne suis pas contente. Moi aussi, je veux une couronne de fleurs, pas ce bandeau. Moi, je ne vais pas les changer. Maintenant, on se bat pour une couronne. Si tu ne me donnes pas la couronne, je serai en colère contre toi toute ma vie. Guéléphon, Guéléphon, il n'y a pas moyen de négocier avec toi. Si je te donne du lard, mange-le toi-même. Je veux une couronne. En fait, j'ai encore des couronnes pour les autres tribus. Que faire? On doit modifier le programme. Tu vois, Guéléphon, ton désir est une loi pour moi parce que j'aime qu'une fille soit contente, satisfaite. Es-tu contente maintenant? А теперь я счастливая. Oui, je suis heureuse maintenant. Maintenant, tout est juste car le bébé reçoit un cadeau aussi. Le petit Marios qui n'a qu'un mois. On a un cadeau pour vous aussi. C'est un médaillon qui porte chance. Merci, chef. C'était un plaisir de passer du temps avec vous. Les Korovaï ont promis de garder nos Vyshyvanka. Ils ne doivent être portés que lors des fêtes ou des visites et le reste du temps, on doit les chérir comme des bijoux de famille. Cependant, ils ne sont pas encore habitués à porter des vêtements. Chef, je dois vous demander une autre faveur. Asseyez-vous plus doucement. Baissez-le comme ça et il sera plus beau. Tiens, regardez comme c'est beau. Ça vous plaît? Bagus? Manop? Manop? C'est à l'heure que le plus inattendu commence. Je crois que tu flirtes avec moi. Allons dans la forêt. On va à la forêt pour être ensemble et s'aimer, jouir et avoir des enfants. Il faut donc être prudent avec les filles Korovaï. Apprends-lui à se brosser les dents, à se laver les cheveux, offre-lui une couronne de fleurs et tu dois déjà presque l'épouser. Le chef n'a pas aimé cette conversation. Il a eu hâte de changer de sujet. Avant de partir, tu dois manger le délice principal des Korovaï. C'est quoi? Des larves du sagoutier. Ce sont des vers. Eh bien, oui, des vers. Mais c'est si délicieux. Tu m'as donné ta nourriture, maintenant tu dois goûter la nôtre. Si tu ne le manges pas, tu ne nous respectes pas. Guéléphon, tu manges ça? Bien sûr que je le mange.
Sur d'elle, la jeune fille sort avec beaucoup de calme un énorme verre du sagou sentant un liquide vert peu appétissant. Et avec le même calme, elle mange le délice préféré des Korovaï. Ami, vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle a attrapé le verre et lui a cassé la tête. À peu près comme ça. Quelque chose qui coule. Tu n'as pas voulu aller dans la forêt avec moi? Mange maintenant. J'ai goûté toutes sortes de délices terrifiants dans plusieurs pays. Des araignées frites, des serpents en cœur vivant, mais celui-ci semble le plus effrayant. C'est cru ou frit? Frit. Je ne peux pas. Osez. Lâche. Elle m'a traité de lâche. Donc elle sait comment provoquer un homme. Mano. Mano. Tu vas bien? Sans penser à ce que je mange, ça va, Mano. Ça ressemble à quoi? Ça a le goût du verre du sagoutier. C'est ainsi que je peux décrire ce goût, car il est incomparable à tout le reste. Ça a le goût du sagou, de la graisse, de la chair. En fait, c'est très nourrissant. Ce n'est pas le goût qui est dégoûtant, plutôt l'apparence. Voilà une tribu que les journalistes du monde entier, au nom de la popularité de leurs reportages, appellent les cannibales actuels, recueillant les crânes de leurs victimes. Mais quand on a appris à mieux les connaître, ces gens se sont montrés très aimables. Ils ne sont pas encore corrompus par les touristes et leur argent. Ils ne savent pas ce qui se passe en dehors de la forêt, mais ils ne mangent plus les gens. Peut-être y a-t-il des cannibales encore plus loin, dans les profondeurs de la forêt de Nouvelle-Guinée. On se met en route et on le saura bientôt. J'espère vous revoir. Au revoir. Chers amis, notre aventure exotique chez les Korovaï touche à sa fin pour aujourd'hui. Mais on ne dit pas au revoir à la Nouvelle-Guinée et à l'Indonésie. On se reverra dans l'émission prochaine. Bon week-end. Au revoir. Dans une des émissions suivantes, on ira encore plus loin dans la jungle pour construire avec les Korovaï un véritable gratte-ciel dans les nuages, une maison à la hauteur de 30 mètres. Attention! Pendant toute une semaine, on soulèvera des matériaux de construction jusqu'à la hauteur du bâtiment de 9 étages en travaillant selon les lois de l'âge de pierre. Notre équipe s'entendra vite ensemble. Et dans une semaine de travail épuisant et dangereux en hauteur, on pendra la crémaillère tous ensemble. Donnez de l'art. Le travail sera si inhabituel qu'on fera même un film sur le film, révélant nos secrets de télévision extrême. Pendant que la caméra filme, on doit rester en dehors du cadre. Donc Sacha et moi, on est ainsi au bord de la pente. Soyez attentifs aux annonces et ne le manquez pas. Après la Papouasie, on ira à Jakarta et on découvrira comment Barack Obama a passé ses années d'enfance dans la capitale indonésienne. On ira à sa maison blanche en Indonésie. Quelle horreur! On pénètre illégalement dans la maison du président américain. Jetons un coup d'œil à l'école où le petit Barry se préparait pour sa future présidence. Les parents paient-ils un supplément pour la place de Barack Obama? Non. L'enseignante de l'un des hommes les plus puissants de la planète raconte comment Obama s'amusait en enfance. Il y avait une fille aux cheveux longs. Il tirait tout le temps ses cheveux comme la crinière d'un cheval. Et les camarades de classe nous raconteront ce que le petit Barack faisait en dehors de l'école. Je l'appelais Congo, comme le pays. Et il disait tout le temps qu'il n'était pas du Congo, mais d'Honolulu. En outre, un camarade de classe d'Obama, un célèbre avocat indonésien, nous racontera un fait vraiment sensationnel sur l'enfance du président. Alors c'est 100%? Oui, exact.
Et à la fin, une véritable exclusivité. On ira à la périphérie de Jakarta, dans une zone déconseillée aux touristes. Il y a les travestis qui vivent ici, dont Evie. C'est bien lui qui a élevé Obama. Maintenant, Obama est grand et mince. Pas comme avant. Il était dodu avec des boucles. Et dans le quartier où il vivait, on l'appelait Barry Negro. Barry Negro. Une interview exclusive avec la news du futur président. Vous ne verrez que dans le monde à l'envers. Regardez. Prends la machette. J'adore le foie humain. Deux frangins baladants. Chers amis, on annonce un petit concours. Si par hasard, l'un d'entre vous voit un tel autocollant en voyageant quelque part, photographiez-le, ainsi que l'extérieur du bâtiment où vous l'avez trouvé. Et postez la photo sur notre page Facebook officielle. On vous promet des cadeaux. Le monde à l'envers avec Métro Komarov.